When you join vMug, you join a network of more than 100,000 VMware users and partners from around the world who, like you, are eager to learn the latest technology, to connect with other industry leaders, and to develop professionally in this ever-changing competitive business. Alors, bonsoir David. Bonsoir Mohamed, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Dites-moi si vous voyez le slideware tel qu'il doit apparaître. Ouais, c'est bon. C'est OK pour vous? C'est bon? Alors moi, je vais juste fermer les participants et je vais mettre la fenêtre de chat pour voir les questions que je peux avoir sur mon autre écran. D'accord. Donc, moi, je garde la fenêtre de chat ouverte. Si jamais il y a des questions, je vais te le dire. OK, ça marche. Merci Mohamed. Donc en fait, j'ai voulu expliquer pourquoi VCF, en fait. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous habitués avec ce terme ou si vous connaissez cette solution. L'objectif étant d'essayer de vous démontrer et d'expliquer pourquoi on a pensé finalement à partir sur ce bundle et sur une solution plutôt embarquée, plutôt globale, pour vous accompagner dans le day-to. Alors, en fait, pour ce faire, l'agenda va être le suivant. On va faire un petit état des lieux, c'est-à-dire comment vous fonctionnez aujourd'hui. N'hésitez pas là du coup à corriger si jamais je peux dire des bêtises, hein, ça m'arrive. Je vous expliquerai ce qu'on appelle le socle commun. La première étape finalement pour atteindre ce socle commun qui va être le HCI et qu'est-ce que vSAN. Mohamed m'a dit que vous avez déjà traité le sujet vSAN préalablement, donc j'irai plutôt rapidement. Je ferai un petit tour rapide sur ce que va apporter l'ESX dans ce contexte. Je vous expliquerai un peu plus en détail donc finalement cette solution de socle commun pour répondre aux enjeux de la transformation digitale. Après, je vous ferai une petite démo toute rapide. Enfin, je vous montrerai l'interface finalement et ce que vous pouvez en faire. Et si on a un petit peu de temps, je pourrais vous montrer après rapidement comment on peut juste faire un file share sur vSAN puisque j'ai aussi une infrastructure vSphere 7, vSAN 7 à ma disposition. Donc, pour commencer, commençons par l'évolution de l'IT. Et en fait, je commence toujours par cette image-là. Mohamed, tu ne l'as pas vu tout à l'heure. J'ai décidé de changer le départ. Alors, pourquoi cette image est intéressante? Parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'on vous demande de faire. Vous avez aujourd'hui des infrastructures qui sont mode legacy, plutôt vieillissantes. Et on vous parle immédiatement maintenant de mettre du Kubernetes partout, par les containers, d'être agile, flexible, tout en ayant quelque chose qui va être compliqué finalement à maintenir. L'idée de VMware, finalement, c'est de vous aider à tenir ce challenge et finalement de vous aider un petit peu comme image, c'est-à-dire de vous permettre d'être agile dans un domaine qui n'est vraiment pas le vôtre. D'accord? Alors, quand je parle de l'enjeu que vous avez aujourd'hui, c'est que finalement, bien souvent, vous fonctionnez de cette façon-là. Donc, vous avez des serveurs, du réseau, du stockage, et au fur et à mesure des besoins qui vont arriver, la virtualisation vous a déjà permis de simplifier finalement avec le côté vSphere, de simplifier cette mise en œuvre et de simplifier ce cycle de vie. On parle de sécurité, on parle de plein de choses. Et en fait, vous ajoutez à chaque fois des briques, quelque part les unes derrière les autres, qui n'ont pas toujours de dépendance. Enfin, de dépendance, j'ai envie de dire toujours technologique, mais combien une dépendance applicative et finalement de disponibilité pour vos clients. Et il va arriver à un moment, comme là, on parle de vSphere 7 par exemple, on va dire, on va mettre à jour et comment je vais être capable de maintenir cet ensemble-là. Alors, quand je parle de cet ensemble, je parle comment je vais être capable de maintenir les drivers et les firmware. Est-ce que mon serveur sera compatible ou pas? Est-ce que ma carte va être compatible? Est-ce que mon stockage sera compatible vSphere 7, par exemple? C'est des questions que finalement tout le monde se pose. Et des questions, une fois que j'ai répondu à tout ce tas de questions-là, va être comment je vais être capable de migrer. Et on se rend compte quelque part que c'est vraiment cette architecture est vraiment compliquée à pouvoir faire évoluer dans le temps parce que les briques ont été ajoutées bien souvent avec un besoin qui était très ponctuel et quelque part c'est un vrai boulet pour vous de pouvoir mettre à jour une infra. Je discutais avec certains de mes clients en France qui me parlaient de 6 à 9 mois de mise à jour d'une infrastructure et 6 mois à 9 mois de mise à jour veut dire finalement 6 mois à 9 mois pendant lesquels je vais avoir du mal à parler avec mes métiers, pendant lesquels je vais avoir du mal à répondre aux enjeux de l'entreprise. Et finalement, on se rend compte que ça peut être un frein à l'évolution et à l'infrastructure. Donc ça, c'est la partie finalement vie de l'infrastructure aujourd'hui, bien souvent, qui est finalement très compliquée. Après, si j'attaque ce côté, pourquoi je fais des silos ou pourquoi je joue coup par coup,
Ce que je peux constater aujourd'hui, c'est souvent 5 cas majeurs qui vont être comment je vais gérer mes users, comment je vais créer une digital factory, qui est vraiment le mot à la mode, comment je vais mettre du Kubernetes en place. Mais si disons pour les plus grosses entreprises, on parle de refonte data center, parce que comment je vais pouvoir accueillir ces nouveaux besoins. Et après, pour quelques entreprises, moi j'en trouve pas mal en France, qui aimeraient bien devenir ressources as a service pour d'autres, finalement, entités, soit entités internes, soit entités externes. J'ai un exemple d'un hôpital dans l'Ouest, par exemple, qui propose ses services à la mairie. Alors, donc en fait, il est devenu provider as a service pour un petit peu tout ce qui va être étatique dans la région. Mais en dehors de ces silos-là, la façon souvent dont vous le gérez, c'est que pour chacun de ces silos, on va retraiter compute, on va retraiter stockage, sécurité et réseau. Donc en fait, on va passer un temps qui va être complètement infini. Donc 60% de mon temps, je vais redéfinir si le processeur Intel 2640 est toujours meilleur que le 2620, vérifier si le stockage va bien, changer de réseau, pourquoi pas, la sécurité grand quid, parce que quand je parle Digital Factory, je ne mettrai sans doute pas en œuvre la même sécurité que j'aurai sur mes sites distants, voire sur mon data center. Et on se rend compte que tout ça, ça crée quelque part de moins en moins de temps pour traiter le projet à proprement parler, par rapport à un temps infini qu'on passe, juste pour définir un socle, d'accord? Et pour les entreprises un peu plus grosses, ce qu'on se rend compte, c'est que le compute, il est géré par une équipe, le stockage aussi, le réseau aussi, et in fine, la sécurité aussi. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'on va faire des compromis, c'est-à-dire que la personne qui va vouloir le compute Toto, le dernier serveur chez Dell, va faire un effort sur un projet, peut-être que sur le projet d'à côté, finalement, comme on lui a fait plaisir de prendre ce fameux serveur, ce serveur Dell sur le côté, j'ai une bêtise, mais Digital Factory, peut-être que du coup, sur le côté refonte data center, je vais prendre de l'HP. On se rend compte que tout ça, in fine, dans la vie, on retrouve le fameux schéma de départ, c'est-à-dire, entre mes silos, comment je vais gérer cette compatibilité. Et ça, je parle pour les applications bien souvent qui sont legacy. Donc, on constate des mises à jour et d'infrastructures compliquées et en plus une incompatibilité potentielle entre ces différents silos. Bonjour. Donc ça, c'est pour la vie telle qu'on l'a aujourd'hui, tel qu'on traite les projets, tel qu'une énorme partie de mes clients traitent ces projets. Si j'ajoute à cela qu'en fait, on sait que dans les 5 prochaines années, finalement, on aura plus d'applications qui ont été créées que dans les 40 dernières. Donc, je rappelle qu'on a toujours du mal à gérer quand même ces applications. Donc, on sait qu'on va avoir quelque chose d'exponentiel. Et si j'ajoute, si je peux me permettre, la dernière chose qui peut finalement effrayer quelque peu, c'est-à-dire que on a du mal aujourd'hui à gérer des choses qui sont relativement figées, parce qu'une VM et un service actuellement, souvent des services entiers qui sont très, très, très figés. Et aujourd'hui, on parle de containers quelque chose qui est plutôt hyper volatile. Donc, en fait, on se rend compte qu'on a du mal aujourd'hui à gérer quelque chose de figé et on nous demande, actuellement, on vous demande en tant qu'administrateur, on vous demande en tant que partenaire de mettre en place, malgré cette infrastructure plutôt lourde à gérer, des infrastructures hyper agiles, hyper flexibles pour gérer du conteneur. Je peux vous donner un petit exemple assez bête, c'est que quand vous réservez des voitures chez certains services entre guillemets rapides, le fait d'appeler va générer un container. Mais mon appel peut durer 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 2 minutes. Et donc, la vie de mon container va dépendre de mon appel. Comment je vais faire pour le gérer, pour l'administrer, pour le sécuriser, etc., etc., etc. Ce sont tous les enjeux, finalement, qu'on rencontre aujourd'hui et que vous avez en tant que client, en tant que partenaire et nous en tant que VMware, ce sont les enjeux auxquels on doit pouvoir répondre pour vous amener quelque part vers une finalité qui est que le client va être satisfait. Donc ça, c'est juste un petit état des lieux assez rapide sur ce que je peux rencontrer. N'hésitez pas sur le chat à m'écrire si vous n'êtes pas d'accord. Essayons que ça soit un peu interactif. Je pense que ça peut être aussi intéressant pour vous d'avoir des réponses en live. Et comment on déploie aujourd'hui? Finalement, on déploie de façon plutôt empirique. C'est-à-dire que je vais créer mes data stores à la main pour les présenter, Melon à la main, pardon, pour les présenter à Vesser. Bon, là, j'ai pris Hitachi, mais j'aurais pu prendre NetApp ou tout ce que vous voulez comme autre constructeur. Je vais dire Dell EMC et je vais parler d'HP. Comme ça, j'ai fait une petite partie du bundle. Pour les plus courageux, on va faire un petit CVS qu'on va envoyer sous forme de script. Et pour encore ceux qui vont aller un peu plus loin, finalement, on va faire un fichier de réponse VMware pour installer mes serveurs à la volée.
on se rend compte que tout ça, c'est finalement très manuel, très compliqué à maintenir dans le temps. Et finalement, les métiers nous voient souvent comme des mécaniciens de l'infrastructure. Pourquoi des mécaniciens de l'infrastructure? Parce que dès qu'ils nous demandent quelque chose, on a toujours une bonne raison pour ne pas le fournir. Je peux prendre l'exemple des conteneurs. Aujourd'hui, si des gens veulent mettre des conteneurs en place sur une Ubuntu 18.04.04, la Bionic qui est plutôt pas trop mal pour faire ce genre de choses, certains de mes clients ne peuvent pas la prendre en compte parce que l'image n'est pas testée, parce que c'est compliqué à mettre en œuvre, parce que il y a toujours plein de raisons qui vont faire. Et l'explication qu'on va fournir au métier, c'est on peut pas, on n'a pas le temps, on fait pas ci, on fait pas ça. Et bien souvent, c'est donc finalement, on n'a pas le temps parce que la mise en place et cette gestion au day-to-day est vraiment très compliquée. Là où les métiers nous attendraient plutôt comme des pilotes d'infrastructure. Ils préféraient nous qu'on comprenne comment ça marche, mais qu'on ait le temps de les écouter. Et si je continue mon analogie pour les voitures, je suis désolé pour les demoiselles qui n'aimeraient pas les voitures, mais je trouve que l'analogie peut être assez intéressante. On va comprendre qu'un pilote de karting soit son propre pilote. C'est quelque chose qu'on va entendre en fait. Quelque chose qui est même logique parce que c'est plutôt simple à gérer. Ça peut être plutôt simple à gérer, c'est plutôt compréhensif. Par contre, on va avoir du mal à saisir que Hamilton ou que d'autres, ou même un Loeb par exemple, soit son propre mécano. On attend de ces gens-là qui maîtrisent leur infrastructure, qui maîtrisent leur voiture finalement, mais on n'attend pas d'eux qui corrigent ou finalement qui aillent jusqu'à visser le boulon. C'est finalement un petit peu l'objectif de VMware. Quand on parle de VCF, c'est vous accompagner pour passer mécanicien de l'infrastructure à pilote de votre infrastructure. C'est tout l'enjeu en fait, que vous dégagez du temps pour le passer avec les métiers, produire des services, être plutôt proactif que d'être réactif. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'enjeu et l'objectif de VCF. Est-ce que vous avez des questions à ce moment-là ou est-ce qu'on est d'accord sur la première vision, la première analyse? Apparemment, on est tous d'accord. Je vois rien sur le chat. Je pense que pour l'instant, tout est OK. Les questions vont venir par la suite. Je dis pas, d'accord, je dis pas trop de bêtises donc. Non, mais c'est important parce que c'est la vision que j'ai moi de mes clients en France. Peut-être que vous avez vous une vision dans vos entreprises ou sur le terrain finalement un petit peu différente. Donc en fait, on va parler d'un socle commun. Alors pourquoi un socle commun? L'objectif est assez simple, c'est d'éviter de travailler en approche silo et de travailler en approche transverse. Alors quand j'entends ce que j'appelle l'approche transverse, c'est bien entendu, on aura besoin d'une gestion utilisateur, mais qui va plutôt être on top, puisque quelque part, les users utilisent des clusters d'IA ou d'IoT ou peu importe ce qu'ils vont utiliser, c'est une gestion globale. Et en fait, plutôt que d'avoir des silos comme on a vu différemment préalablement, finalement un silo est technique et matériel, on va appeler ça des use cases. Donc on va passer du mode silo au mode use case et l'ensemble de ces use cases vont reposer sur un socle technique commun. Alors pourquoi un socle technique commun et quel va être l'intérêt? L'intérêt de ce socle technique commun, je passerai à qu'on soit d'accord, c'est finalement qu'on soit utilisateur ou administrateur, peu importe ce qu'on va faire, on va être basé sur le même socle. Ça veut dire que les administrateurs vont aussi avoir cette appréhension d'utilisation et vont pouvoir apporter une expérience un peu différente à leurs propres utilisateurs. Et quand je parle de socle commun, pour rentrer maintenant dans le détail réellement de VCF, quand je parle là, j'entends avoir un socle qui va être composé de vSphere, de vSAN, mais on verra que vSAN ne sera pas mandatory pour l'ensemble, d'NSX, potentiellement des outils vRealize qui vont m'apporter le monitoring, la gestion de log et l'automatisation. Et surtout, l'outil important dans ce bundle va être SDDC Manager. D'accord? Et pourquoi ce bundle? Pour gérer quoi? Je vais être capable de gérer du IaaS, du CAS, du PaaS et du DaaS. Donc, l'ensemble, quelque part, des besoins qui vont être exprimés par mes métiers, je vais être capable de les traiter. Que ce soit en fourniture, donc IaaS de VM, en DaaS. Et pour traiter quel genre, in fine, de besoins réels, soit du desktop, soit des applications critiques, soit du conteneur, en fait, tout ce qu'on a besoin actuellement et tout ce que les métiers peuvent nous demander de traiter. Et là, ce qui va vraiment être intéressant et ce qui change réellement de ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que je parle plus de silo, je parle bien de use case. Donc, je vais avoir un matériel, une façon de travailler, d'administrer, de mettre à jour, qui va être identique, peu importe l'utilisateur et l'utilisation que je vais faire de mon socle sous-jacent.
Ça, c'est vraiment intéressant. Et que ça soit sur du public cloud, vous savez qu'on est très amis avec Amazon. D'ailleurs, je fais un petit bonjour à Amine qui est sur le call, qui s'occupe du stockage chez Amazon en France. Bonjour à tous. Un cloud privé, une petite dédicace à Amine. Ou alors que ça soit sur du Edge, parce qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus de demandes en Edge et bien souvent pour traiter des choses spécifiques d'un point de vue IoT. D'accord? Donc c'est vraiment donc ce socle commun est vraiment quelque chose d'immuable sur lequel on va venir chercher les ressources pour les fournir. D'accord? Et donc je parlais d'un composant qui était finalement hyper important dans ce contexte, c'est SDDC Manager. Et en quoi SDDC Manager va vous aider? En fait, il va vous aider de cette façon-là. Que ça soit NSX, vSAN, vSphere ou vRealize, il va gérer finalement le déploiement, il va gérer la configuration, il va gérer les domaines policy, c'est-à-dire comment je vais provisionner et pourquoi je vais le provisionner, et surtout vous garantir un patching et un upgrade natif. Et ça, c'est primordial, c'est-à-dire les 6 à 9 mois que vous passez aujourd'hui pour vérifier que l'ensemble des choses sont compatibles entre elles. Et SDDC Manager va lisser cet ensemble-là et va vous permettre en quelques clics, d'accord, de pouvoir mettre à jour votre infrastructure. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on va vous faire gagner du temps à ce niveau-là sur des choses qui ont une valeur toujours compliquée à démontrer finalement dans l'entreprise. Le fait de mettre à jour, c'est compliqué d'expliquer aux DAF et aux métiers que ça nous prend du temps. Là, l'objectif, c'est de vous dégager du temps pour que vous puissiez être à l'écoute de vos métiers. Et VCF, c'est ça l'idée. C'est comment je gagne du temps, comment je vais essayer d'être le plus utile, entre guillemets, possible, finalement, pour apporter de l'innovation et aider mes métiers dans les services qu'ils demandent. D'accord? Donc, vCloud Foundation, c'est une infrastructure consistante. Pourquoi, du coup? Et elle m'aide à quoi? Elle va être standardisée. Donc, on arrête de bosser en silo, on bosse en mode standard. L'approche, elle est full stack, donc j'ai qu'une seule façon de gérer et d'administrer. Je teste et je valide avant de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'avant de mettre à jour, j'ai des pré-checks. En fait, finalement, SDDC Manager va simuler la mise à jour pour voir les éventuelles erreurs, traiter les erreurs en amont pour garantir que la mise à jour soit opérationnelle. Ça, c'est hyper important dans le retour arrière en cas de problème. Je n'ai pas de retour arrière puisque c'est testé. Donc, je vais être capable aussi, finalement, de pouvoir automatiser mon infrastructure, mes services, mes applications dans une interface, vous verrez tout à l'heure, qui est très, très simple d'approche. Et quelque chose qui est hyper important, et encore plus aujourd'hui, on s'en rend compte, c'est que la sécurité, elle va être faite by design. C'est-à-dire que par défaut, mon environnement est sécurisé et il ne se passera que ce que j'autorise finalement. Ça, c'est vraiment très important. C'est toute la valeur d'NSX d'un point de vue réseau et sécurité qui va venir nativement protéger mon infrastructure et me garantir quelque chose d'hermétique. Et que là, que ça soit encore une fois en public cloud avec Amazon, par exemple, ou d'autres, que ça soit dans mon data center ou dans mes data centers, aussi bien que dans mes sites distants. Donc, peu importe la façon et l'endroit où je vais aller chercher mon application ou vouloir accéder à mon application, je sais qu'elle sera performante avec le stockage, qu'elle sera sécurisée avec NSX et que l'administration et que la vie de mon application sera garantie. D'accord? Toujours pas de questions dans le chat. Alors, soit les gens ne m'écoutent pas, soit je suis hyper clair. J'ai préféré dire que je suis hyper clair, ça me fait plus plaisir. Ça me fait plus plaisir d'être clair, en fait. Donc, la première étape, en fait, pour accéder à ce genre de choses, pour moi, c'est l'étape HCI, c'est la première étape, c'est la convergence. Avant de faire ce genre de projet, un projet hyperconvergence souvent est traité comme un projet de stockage. À mon sens, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que l'hyperconvergence, du moment où je relie le stockage et mes VM, c'est d'abord un projet de vertu, c'est d'abord un projet de résilience, finalement, et de performance de mon environnement virtuel sur lequel je vais pouvoir aller chercher du stockage. Donc, en fait, sur les projets de vertu que je traite plutôt souvent, parce que bon, chez VMware, je suis spécialiste VCF et HCI, au départ vSAN, donc je traite énormément de projets d'hyperconvergence. Et chez mes clients, je pose 3 questions. La première question, c'est combien de projets vous allez avoir dans les 6 à 36 mois qui vont arriver? C'est intéressant de savoir pour se projeter, parce que je ne fais pas un projet HCI pour 3 mois. Je fais un projet HCI pour qu'il soit pérenne dans le temps. Bien souvent, la réponse est « je ne sais pas trop, je ne sais pas ».
La deuxième question, c'est combien de VM pour répondre à ces projets? C'est-à-dire, sur un projet donné, va nécessiter combien de VM? Souvent, c'est un peu flou et surtout, quel est le gabarit de ma machine virtuelle? C'est-à-dire que c'est bien beau de savoir que j'ai 10, 20 ou 30 VM, mais si j'ai pas d'idée de CPU, de RAM et de taille de stockage, c'est compliqué d'envisager du HCI dans le sens où c'est compliqué de pouvoir se transporter quelque part si je sais pas où je dois aller. D'accord? C'est un petit peu comme si en France, je connais pas les villes du Maroc, mais c'est un petit peu si en France, je mets Waze en partant de chez moi et je dis à Waze, je veux aller sur la Côte d'Azur. Si je veux aller à Nice et que je lui dis la Côte d'Azur, j'ai assez peu de chances d'y arriver. C'est un peu ce contexte-là dans un projet HCI. Il y a des questions importantes à prendre en compte et à envisager pour pouvoir avoir le bon design. Ensuite, un projet HCI, finalement, quelles sont les considérations, les axes de décision? En fait, les considérations vont être les coûts, combien ça va me coûter, mais in fine, combien ça me coûte va dépendre de combien de hosts je vais mettre par VM, enfin, combien de hosts physiques je vais avoir. La simplicité d'exploitation et la technicité. Il faut aussi que ça fasse plaisir aux gens qui vont le gérer et qu'ils puissent apprendre quelque chose. Donc, que ce soit en considération, en axe de décision, au départ, on a les mêmes critères. Par contre, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, mon ROI est uniquement basé sur mon taux de consolidation. Un taux de consolidation, c'est quoi? C'est combien je mets de machines virtuelles sur un serveur physique. D'accord? Alors, une petite histoire de la machine virtuelle. Alors, moi, j'ai la chance de faire de la virtualisation depuis 2002, en fait. Donc, j'ai pu constater quand même une certaine dérive des VM. Et si je prends juste il y a 5 ans, une VM, c'était 1 vCPU, 2 Go de RAM, et dans les gros cas, 50 Go de disque. On considérait que finalement, les VM que j'allais héberger étaient assez petites, et j'en mettais donc une quantité X sur un serveur donné. Il y a 3 ans, je passais à 2 vCPU, 4 Go de RAM et 100 Go de disque. Là, on constate déjà que je mets moins de VM. Et l'année dernière, est-ce que je peux constater aujourd'hui, parce que je dois faire à peu près un audit ou une étude d'éligibilité par semaine, on est plutôt aux alentours de 3 vCPU, 6 Go de RAM et 150 Go de disque. Donc, on se rend compte qu'en 5 ans, les VM sont quelque part 3 fois plus gourmandes qu'il y a 5 ans. Donc, la problématique et l'enjeu d'un projet HCI, si je me base sur le taux de consolidation, et je n'ai ni le nombre ni le gabarit des futurs services, très clairement, je vais droit dans le mur. Et je vais droit dans le mur. Pourquoi? Et pourquoi ça ne fonctionnera pas? Et pourquoi des gens qui ont pris ce choix HCI aujourd'hui se posent des vraies questions pour la viabilité et la pérennité? Parce qu'en fait, comme je n'ai pas déterminé in fine toujours très correctement ce que je vais faire, je ne maîtrise pas mes investissements. C'est-à-dire que si j'avais dit au départ qu'il me fallait 10 serveurs et qu'il m'en faut 20, les gens qui payent sont un peu moins contents. Donc, comme je n'ai pas les serveurs immédiatement, je surconsomme, ce qui fait que j'ai une baisse des performances. Et in fine, j'ai clairement un mécontentement des utilisateurs. Donc, un utilisateur pas content de l'infrastructure que je vais avoir, déjà qu'on a des problématiques avec l'agilité et la fourniture de services, on a ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire que les gens vont aller consommer à l'extérieur au détriment et les DSI perdent la main sur les services qui peuvent fonctionner chez elles. D'accord? Donc, la vraie réponse et l'enjeu d'un projet HCI, c'est quoi? C'est d'avoir une solution qui soit escalable, c'est-à-dire capable d'ajouter des serveurs, capable de grossir au sein des serveurs, scale out, qui est d'ajouter des serveurs. Et ça, c'est tout l'enjeu d'un projet HCI, parce que personnellement, je n'ai pas de client qui peut me définir clairement combien de projets il aura, pour combien de VM, et encore moins quelle sera la taille qui pourra être demandée pour les machines virtuelles. Et là, je ne vous parle même pas des containers, où finalement, ils sont tellement dans le flou de ce qu'ils vont faire demain, qu'ils n'ont aucune idée de comment ils vont pouvoir répondre aux attentes des développeurs. D'accord? Donc ça, c'est les enjeux d'un projet HCI. Maintenant, qu'est-ce que le HCI chez VMware? C'est vSAN. Je passe rapidement comme utilisateur sur vSAN parce que je sais que Mohamed a fait tout à l'aide de Comparse, a travaillé déjà sur ces questions-là. Mais l'idée très schématique, c'est d'utiliser les disques dans les serveurs et de montrer un data store unique qui va me permettre de venir poser mes machines virtuelles. Donc, c'est une simulation d'un SAN, peu importe la terminologie qu'on va employer, mais quelque part, on va agréger l'ensemble des disques de mes serveurs pour présenter un data store. D'accord? Pour quel type d'usage on va le faire? Je te lance à dire,
bah, quelque part, tout ce que vSphere va être capable de gérer, vSAN sera capable de le stocker. D'accord? Il y a une seule fois dans ma vie où j'ai vu un contexte non possible pour vSAN, c'était chez quelqu'un en France, en fait, une entreprise qui écoute les réseaux SFR Orange en France, alors qui écoute pas pour l'État, mais pour des notions de légalité, en fait. D'accord? Et il avait un taux d'écriture il avait un ratio lecture-écriture de 99% d'écriture et 1% de lecture pour des tailles de blocs de 512K. On a essayé toute l'affaire entière en termes de bêtes de stockage, etc. La seule façon de pouvoir répondre à l'attente, c'était des disques en RAW, en fait, en direct en SSD, de façon à répondre à cette appli. Donc, tous les autres temps, que ce soit de la base Oracle, SQL, enfin, tout ce qu'on a eu besoin de traiter avec vSAN, je n'ai jamais eu de problème de performance aujourd'hui. Donc, ça, c'est les use cases. Maintenant, comment ça marche vSAN? vSAN, c'est quoi? Donc, je vais agréger donc, je vais prendre des disques de mes serveurs et les disques, je vais les segmenter. Donc, je vais prendre un disque de cache sur lequel je vais pouvoir positionner jusqu'à 7 disques capacitifs. Je dis bien jusqu'à 7 disques capacitifs. Ça s'appelle un disk group. Et je peux avoir 5 disk groups dans un serveur. C'est-à-dire 5 disques de cache et jusqu'à 35 disques capacitifs. Ça, c'est super intéressant puisque finalement, tout à l'heure, quand je disais que le projet CI, la réponse, c'était scale-up et scale-out, ça veut dire que, bien entendu, on va être capable de faire comme tout le monde. Vous avez besoin de serveurs, on va ajouter des serveurs. Je ne vous dirai pas qu'on n'aime pas quand vous ajoutez des serveurs, hein, parce que vous achetez des licences. Par contre, ajouter et payer des licences, parce que c'est pas que VMware, hein, c'est Windows, ça peut être Red Hat, ça va être Oracle, ça va être plein de choses que vous allez payer à côté. Si j'ai juste besoin finalement d'ajouter que du capacitif, l'objectif de vSAN, c'est quoi? C'est d'être capable d'ajouter des disques. Dans mes disques groupes, je rappelle juste que je suis capable d'avoir jusqu'à 7 disques capacitifs par disque groupe. Ça, c'est intéressant. Je ne suis pas obligé de passer par la case j'achète un serveur si j'ai une surprise, une VM qui fait 5 Tera qui va arriver. Et si je me rends compte que je suis en manque de performance, j'ai juste à ajouter un disque de cache. Et le disque de cache va me garantir la performance et c'est vSAN qui, en back, va me redistribuer mon stockage bien tranquillement, de façon à ce que je sois pérenne dans les performances et dans l'attente de mes utilisateurs. D'accord? Donc, à mon sens, de ma vision, de ce que je peux rencontrer chez les clients, un projet HCI est intéressant et valable, tout est autant que la solution soit scale-up et scale-out, sans avoir, finalement, entre guillemets, sans avoir besoin de repasser à la caisse à chaque fois que j'ai 3 VM à ajouter. D'accord? L'autre objectif de vSAN et l'intérêt de vSAN, ça va être d'avoir cette gestion en mode granulaire et en mode machine virtuelle. En fait, aujourd'hui, là, dans vos services, quand vous travaillez chez vous, vous allez avoir une disponibilité de machines virtuelles pour un service donné qui va être relié, en fait, aussi à qui sera effectivement sur la question que je suis pas certain que le use case de HCI dans sa globalité soit spécifiquement le plus judicieux. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Et merci d'ailleurs pour ta question, ça permet de couper mon histoire et de rendre les choses vivantes. Donc, objectif de vSAN, permettre finalement d'avoir une scalabilité gérable par rapport aux besoins que je vais en avoir, une acquisition au fil de l'eau par rapport aux besoins que je vais en avoir, et une gestion commune entre mon stockage et mon service, ma machine virtuelle. Grosse simplification. Le deuxième point important de VCS va être la sécurité. Alors, je ne suis pas expert sécurité, donc je vais passer plutôt rapidement. Je suis désolé, par contre, Mohamed, comme on a dit tout à l'heure, je verrai avec Vincent s'il est possible de faire quelque chose pour vous accompagner dans la question qu'il y avait, qui était comment je vais gérer la partie finalement pratique de NSXV et NSXT. Pour rappeler rapidement le principe de NSX, c'est quoi? C'est que finalement l'objectif, c'est que j'ai des VM ou des containers, j'ai une façon unique et une extension vers les data centers finalement différents ou les cloud natives.
ça c'est important de parler d'extension. C'est-à-dire que là, on commence à toucher un petit peu l'hybride, qui est l'objectif clairement de ce genre de choses aussi. C'est comment je vais garantir une extension et pas un nouveau silo. Je trouve encore trop souvent des personnes qui vont traiter des besoins de cloud comme un nouveau silo. Et en fait, on sait bien qu'aujourd'hui, le manque d'agilité et de flexibilité que souvent on peut rencontrer vient du fait qu'on a trop de silos à gérer et à traiter, en fait. Donc, l'objectif, c'est bien de couper les silos et de garantir que si une VM chez moi a accès à telle et telle chose et que uniquement tels ports sont ouverts, je vais retrouver, si je déplace ma VM ailleurs, je vais retrouver ces mêmes paramétrages. Alors là, je suis une image, que j'aime bien faire des images. En fait, je prends souvent partie de Zora l'exploratrice avec son sac à dos. Je ne sais pas si vous connaissez cette gamine. En fait, l'idée, c'est qu'elle se balade tout le temps avec son sac à dos et en fait, je la compare à une VM. Et l'objectif, c'est qu'on a souvent pu transporter facilement le côté compute, c'est-à-dire le côté RAM et le côté CPU. En fait, on ajoute une poche au sac à dos pour vSAN. C'est-à-dire peu importe où ma VM va aller, elle va garder des attributs de stockage spécifiques et des garanties de performance qui vont lui être spécifiques. Et j'ai rajouté une poche NSX qui va prendre en compte en supplément de mon stockage et de mon compute, qui va aussi prendre en compte le côté sécurité et réseau. C'est-à-dire que si j'interdis le port 22 d'être ouvert et que je dois migrer ma VM chez IBM, OVH, peu importe, j'ai plein de partenaires au Maroc qui ont aussi du VMware, je vais garantir que le port 22 sera fermé. Et ça, c'est vraiment l'objectif ultime, c'est bien de garantir une extension et pas la création d'un nouveau silo avec de nouvelles règles. Donc, qu'est-ce que j'apporte d'un point de vue réseau? Je vais apporter ce qui est écrit sur le slide. Alors, je pense que vous le dites bien mieux que moi, mais finalement, toutes les choses nécessaires au comportement d'une machine virtuelle et d'un service par rapport à ses composantes réseau. Donc, je parle de switching, je parle de firewall, de VPN. Le load balancing est un truc très important. On en parle de plus en plus, encore plus avec les containers. Une connectivité, c'est-à-dire un lien entre mon réseau physique et mon réseau virtuel. Et derrière un outil qui me paraît primordial finalement, quand je parle NSX qui va être VRNI, c'est qu'est-ce qui se passe sur mon réseau, comment mon réseau fonctionne, si j'ai des pertes de perf ou des pertes de paquets, où elles se situent. C'est l'aide à l'administration et à la visualisation de ce qui se passe sur mon réseau. Donc ça, c'est les services qu'on va être capable d'offrir on-prem et aussi à l'extérieur. Maintenant, pour quel use case? J'ai 4 use cases. J'ai un use case qui va être sécurité pure, un use case qui va être plutôt automation, un use case qui va être comment je gère mes cloud native apps. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de clients qui y vont. Et quelque chose que je relie un petit peu à cet ensemble-là qui va être, que j'ai précédemment, c'est comment je vais gérer mon multi-cloud. Donc la sécurité intrinsèque va être assez simple, c'est-à-dire que quelque part, peu importe où je vais me trouver, où je vais vouloir aller, je vais être capable de gérer une micro-segmentation pour me garantir un contexte de sécurité fiable et surtout by design. À chaque fois que je vais déployer quelque chose, je vais bien avoir cette notion de sécurité qui sera prise en compte. La partie automatisation a de plus en plus d'importance, c'est-à-dire que on a l'IT, les administrateurs qui ont besoin finalement au travers d'outils comme VRA par exemple, de pouvoir automatiser la création de services, donc d'automatiser aussi cette couche réseau. Mais on se rend compte qu'avec les cloud native apps, les développeurs, au moment du développement, ont aussi besoin dans leur application d'aller attaquer ces fameuses couches de sécurité pour pouvoir les intégrer aussi nativement dans leur application. Donc, on se rend compte que de plus en plus, pour avoir un double usage. Il y a un usage d'un côté développeur, mode je vais être capable au moment où je vais la déployer, elle va bien posséder toutes ces glaces et garantir le moins de surface d'attaque possible quelque part. D'accord? L'autre mission, comment je vais être capable, quand je crée un container, d'y gérer un réseau, de garantir ça aujourd'hui, de jouer, de se lier avec l'ensemble de la gamme Tanzu aujourd'hui, donc chez VMware, donc ce qui va être tout ce qui est Kubernetes, très clairement chez VMware, du Kubernetes natif aussi, et puis aussi avec Red Hat OpenShift qu'on peut rencontrer dans ce genre de contexte.
Et le dernier pan de NSX, ça va être NSX Cloud. Donc, finalement, c'est la première image que j'ai pu vous montrer. C'est d'avoir des apps chez moi, d'être capable d'aller les déposer chez AWS et de garantir que je vais avoir mes attributs de sécurité qui vont être continus et qui vont me permettre finalement de prendre le moins de risques possible en la déposant à droite ou à gauche, aussi être capable de la récupérer en gardant tous ces attributs, qu'ils soient compute, stockage et aussi sécurité. Donc, ce fameux sac à dos que j'imaginais tout à l'heure, donc de garantir cette transposition, cette flexibilité et cette agilité. J'ai été clair sur la partie NSX? Oui. Écoute, apparemment, oui. Donc, si je veux rentrer un petit peu plus bas, parce que finalement, j'attaque les couches un peu hautes, là. Enfin, c'était exprès, je voulais vraiment partir du pourquoi. Si je repars de la préconisation qui va être d'avoir quelque chose de plutôt transverse, quand je parle de la couche VMware Cloud Foundation, j'ai une notion qui va être hyper importante, c'est la notion de workload domain. Un workload domain, c'est quoi? C'est un vCenter avec un NSX manager qui va finalement gérer un certain nombre, un data center, un nombre de ESX spécifiques, d'accord, sur ces ESX vont fonctionner des machines virtuelles. Donc, c'est imaginez un data center chez vous, donc au sens VMware du terme, j'entends donc bien le terme data center, géré par votre vCenter avec des NSX managers. Ça, c'est ce qu'on appelle un workload domain. Je peux avoir 15 workload domains au total dans un environnement VCF. Ce qui va être important, c'est que quand je parle data center, je ne parle pas de 15 clusters. Je vais pouvoir avoir mes règles après normales de gestion de clusters, donc un data center lié avec finalement X clusters. Donc ça, c'est la première chose qui est hyper importante. La deuxième chose, c'est que le premier workload domain que j'aurai est ce qu'on appelle le management domain. Donc, c'est un cluster de 4 nœuds. La vSAN va être mandatory, d'accord? Si je parle de VCF 3.9, je vais être en NSXV sur le management domain et je serai en NSXT sur les workload domain de production. Si je parle de VCF 4.0, je serai en NSXT partout, d'accord? Ça, c'est important. C'est une petite différence entre la 3.9 et la 4 qui est sortie il n'y a vraiment pas très longtemps. C'est le fait qu'en version 4, mon management domain est en NSXT natif. vSAN reste mandatory. En fait, c'est ce management domain qui va gérer le SDDC Manager, qui est l'outil, je le rappelle, qui va me permettre de garantir la mise à jour et la cohérence finalement VMware logiciel de l'ensemble de mon infrastructure. D'accord, donc elle sera en vSAN. Ok, donc ça c'est vraiment le management domain, c'est vraiment ce qui est important. Elle va aussi héberger tout ce qui va être monitoring, l'ensemble des autres vCenters de mes workload domain, Verolage Automation si j'en ai, enfin tous les outils que j'aurai en supplément vont être mis sur ce management domain. Donc c'est des services qu'on ira attaquer après sur les autres workload domain. Est-ce que je suis clair sur cette notion qui est vraiment importante en fait? Apparemment oui, parce que j'ai pas de questions. J'ai une question, David, par rapport à l'installation. Vas-y. Est-ce qu'il s'agit d'un push ou d'une découverte des ESX ou bien il faut installer quelque chose sur les serveurs physiques? En fait, il faut installer ESX sur les serveurs physiques. En fait, quand on installe au départ un VCF, on installe d'abord le management domain. D'accord. D'accord. On va venir préparer des ESX et les commissionner. Et après, on les intégrera dans des clusters. D'accord? D'accord. C'est ça la notion. Très bien. Je prépare 4 serveurs qui vont être mon management domain. Donc, en fait, pour ceux qui ont joué avec les VBlock avant, en fait, vous aviez un fichier de réponse sur Excel qu'on vous demandait, c'est le même principe. On va avoir un fichier Excel qu'on va renseigner, d'accord, avec les IP, les noms des machines, enfin, tout un tas de choses. On va le donner à une machine virtuelle, entre guillemets, sous Workstation ou Fusion. C'est un peu l'idée. Et en fait, lui, il va en 2h30, alors c'est les tests que j'ai pu faire à l'époque chez mes clients, en 2h30, mon management domain va être installé. Donc, il va installer, comme vous pouvez voir, mes 4 serveurs ESX vont être gérés. Il va m'installer NSXV si je suis en 3.9. Il va m'installer mon vCenter en mode cluster avec mes 2 PSC. Dans mon contexte, il va installer Log Insight et VRops. Et tout ça en 2h07 exactement. Je dis entre 2h et 2h30 en fait. Donc tout s'installe tout seul.
Vous imaginez le temps gagné par rapport à si on devait faire toutes ces étapes nous-mêmes. Hein. C'est énorme. Hein. Que pour installer toute une plateforme de cette façon-là, c'est pas 2h30 qu'il faut. D'accord? Donc, l'installation se fait comme ça. Après, on installe la bonne version de V6 avec la bonne build. D'accord? Et après, on pop les clusters et on installe nos clusters de façon hyper intuitive. Pourquoi les workload domaines sont importants? Parce que finalement, on va avoir ce schéma-là. Alors, ce schéma-là, ce design-là, finalement, vous permet de comprendre VCF de façon assez simple. J'ai mon fameux cluster de management que vous voyez là, qui va gérer mes workload domaines ici. Donc, mes workload domaines, je peux les traiter comme j'ai pu le faire sur le schéma dev, finalement VDI, production, IA et pourquoi pas ici DevOps ou CNR. D'accord? Alors, il y a plusieurs notions qui vont être importantes. Première notion importante, c'est que mon management cluster est obligatoirement sous vSAN. Mes workload domaines ici sont capables d'aller attaquer des baies de stockage externes. NFS ou FC. Ça, c'est important. Alors, c'est une nouveauté depuis la 3.9. Je suis plus vSAN mandatory sur l'ensemble de la couche. Et finalement, les clients ont le temps de migrer vers vSAN et on a le temps d'absorber tranquillement la fin de vie de la baie de stockage et de voir comment on peut migrer. Ça, c'est vraiment important. J'ai plusieurs connexions que je vais être capable d'avoir. Je suis full attaquable en mode API. D'accord? Et en termes de réseau, en termes de réseau sécurité, de toute façon, tout ce qui est compatible NSX va être compatible finalement avec toute cette stack-là. Ça, c'est la première notion qui va être importante en termes de connexion vers l'extérieur. Après, si je parle plus particulièrement matériel, si je suis sur du vSAN, il faut que mes serveurs soient des ready nodes. Si je ne suis pas sous vSAN dans mes workload domaines, il faut que mes serveurs soient simplement, heureusement, compatibles vSphere. On soit d'accord? Sinon, on aura un problème. Après, l'autre objectif, c'est que je ne suis pas obligé d'avoir le même matériel partout. On peut considérer qu'en dev, mes serveurs soient moins puissants qu'en production. On peut imaginer qu'en IA, je vais avoir des processeurs qui vont être beaucoup plus importants puisque l'impact calcul est souvent plus important. Et en CNA, on sait que les serveurs sont souvent plus petits parce qu'un container a tendance à être normalement un peu plus petit. Donc l'objectif, c'est de ne pas être obligé d'avoir qu'une seule form factor. Par contre, de garantir l'homogénéité du côté software VMware. Et ça, c'est important. Autre chose que les clients peuvent me poser comme question, je peux aussi imaginer avoir mon cluster dev en vSAN 6.7 U3 et avoir ma gestion user pour une raison X ou Y en vSphere 6.5. D'accord? Quand je mettrai à jour, je vais sélectionner ici quel type de cluster ou quel type de workload domaine et quel type de cluster dans le workload domaine je vais être capable de faire. Si on utilise NSXT, en fait, NSXV pour le management cluster est mandatory en version 3.9 et 3.9X. Par contre, mes workload domaines sont eux en NSXT. Et à partir de la version 4, l'ensemble de mes clusters sont en NSXT. Oui. Belle question. Pour moi, super bonne question. Je reviendrai vers toi avec je vais enregistrer le chat et je reviendrai vers toi avec une réponse. Je préfère pas dire de bêtises plutôt que de. Voilà, je reviens vers toi avec la bonne réponse. Donc, finalement, si je reprends le design et l'idée, c'est un manager qui va me garantir une cohérence software VMware dans un workload domaine ou sur l'ensemble de mes workload domaines, sans changer ma façon de m'approvisionner en termes de serveurs, puisqu'aujourd'hui, 99% des serveurs sont compatibles vSphere et compatibles vSAN. D'accord? Donc ça, c'est pour un data center qu'on peut imaginer un petit peu conséquent, avec un peu de demande, mais je peux aussi rattacher finalement des sites distants robots sur le même principe, c'est-à-dire imaginer avoir un workload domaine, un ou deux workload domaines, voire 3 ou 4, finalement peu importe, que je vais être capable de lier, donc ce qu'on appelle bien le mode robot chez VMware, qu'on va être capable de lier finalement à mon data center primaire. Et dans quel intérêt? Dans cet intérêt-là, c'est-à-dire d'avoir toujours mes fameux users au-dessus, mon data center primaire avec
mon infrastructure finalement qui est un peu plus costaude et qui a un peu plus de ressources, et administrer de façon cohérente, j'appelle ça des hubs en fait, mais l'ensemble de mes sites distants. Et en quoi c'est important? C'est parce qu'en fait, il faut aussi pouvoir garantir le cycle de vie et le logiciel de mes sites distants, qui est super compliqué à faire. Compliqué pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de se déplacer, et puis parce que souvent, c'est un site assez petit, et on estime qu'ils n'ont pas besoin d'avoir le même cycle de vie que mon data center primaire. Mais on oublie souvent que le côté de sécurité aujourd'hui est quand même primordial, donc il est important de garantir une homogénéité de l'ensemble de mon infrastructure, qui est l'objectif de VMware. Oui, tout à fait, sur les grosses archives, de toute façon, en fait, on va se servir des ressources Edge, mais en fait, cette grosse partie-là va être traitée majoritairement par la partie management cluster, qui est souvent plutôt costaud et sur lequel on laisse de la place. Donc ça, c'est important, c'est bien cette vision data center et rattachement quelque part de mes hubs distants. Après, pour les architectures un petit peu plus complexes, ce qu'on peut rencontrer, c'est les gens vont avoir un deuxième data center pour avoir une sorte de P, alors soit un PRA, soit un PCA, peu importe. Et l'objectif, c'est quoi? C'est finalement, et si ça crache, d'être capable très, très, très rapidement de raccrocher, donc finalement d'un point de vue logique, je vais raccrocher mes hubs à mon site de PRA de façon très simple pour garantir cette continuité de service et cette continuité d'administration. D'accord? Donc finalement, si je veux schématiser rapidement, l'objectif, et pourquoi VCF? L'objectif, c'est de vous faire passer pilote de l'infra et non plus mécanicien de l'infra. D'accord? Est-ce que j'ai été clair avec cette présentation? Est-ce que c'était intéressant? Vous avez le droit de dire non, parce que je peux que m'améliorer. Non, c'est parfait. C'est cool. J'avais dit 45 minutes tout à l'heure et j'ai pas menti moi-même. Ouais. Je fais 46 minutes au chrono. Alors, j'ai coupé le share. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous montrer l'interface, d'accord? Je crois que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais reprendre mon share screen et je vais vous montrer rapidement. Hop. Dites-moi si vous voyez mon écran. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Ok, alors là, vous êtes sur une interface. Je vous la montrerai après. Hop, je vais vite fait faire. Alors, attendez. Hop, j'ai besoin d'ouvrir un truc parce qu'il me faut un. Allez, viens ici. Il me faut un password. Que je me retrouve là. Excusez-moi, c'est toujours l'effet Bonaldi, l'effet démo, comme on dit en France. C'est toujours le même contexte. Hop, c'est là, de mémoire. Je copie, je colle ici. Paste, et je colle le mot de passe qui va bien. Donc en fait, alors, on ne verra pas les performances. On regardait tout à l'heure avec Mohamed. C'est ce qu'on appelle du nested. C'est des ESX dans des ESX dans des ESX en fait. D'accord? Donc je voulais juste vous montrer l'interface en fait. En fait, quand on parle des workload domaines, on va arriver là. Ici. En fait, je vois que j'ai qu'un seul workload domaine, c'est le management domaine, d'accord? J'ai pas de domaine horizon, j'ai pas de domaine PKS. L'ajout d'un workload domaine est assez simple. Je clique sur VI infrastructure, donc j'ajoute une infrastructure de production. Je vais choisir soit vSAN si c'est du vSAN, soit me connecter à un NFS, soit me connecter à du FC. Au préalable, il faut avoir créé des data stores et qu'ils soient accessibles pour les hosts, donc avoir fait le zoning de votre côté. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, en fait, après, vous allez juste renseigner. Alors, on n'ira pas jusqu'au bout. Parce que là, il ne va pas aimer. Il faut que je mette du vSAN parce que je n'ai pas de FC dispo. C'est l'effet hop, 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 hop. On n'ira pas jusqu'au bout, mais c'est juste pour vous montrer finalement les principales choses, enfin les 2-3 choses. Je vais mettre des noms et après, je vais renseigner le nom de mon vCenter puisque je vais installer un vCenter par workload domaine, mon réseau, mon stockage vSAN, là, le cas échéant. Je vais pouvoir aller sélectionner mes hosts, d'accord, mes licences. Je fais next à chaque fois et le workload domaine va aller s'installer tout seul. Donc, il installera tout seul les hosts que j'aurai sélectionnés. Donc, il mettra le vCenter. Il installera tout le côté réseau NSX. Il installera toute sa vie tout seul, de façon à ce que vous n'ayez pas tout ça à faire. D'accord? Ça, c'est la première gestion.
Après, la deuxième chose, c'est savoir ce que j'ai comme host, vous les avez là. Donc, vous avez des hosts ici qui sont assignés au management et vous avez des hosts en unassigned. D'accord? Donc, c'est des hosts que vous allez être capable de rajouter finalement et d'enlever. Et la petite chose que je voulais vous montrer qui me paraissait intéressante surtout, c'est quand je vais sur mon… Il faut que ça s'affiche et que je fais un patch. En fait, je vais être capable de voir ce que je vais patcher. La première chose que je vais être capable de voir, c'est les versions que je vais avoir actuellement. D'accord? Quelle version que j'ai de SDDC Manager, donc ça, c'est l'outil sur lequel on est connecté. Et après, mon vCenter est en quel type, quelle est la bulle de mon vCenter, de mes PSC, etc., 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 etc. Et en fait, je vais être capable d'aller ici, voir les view détails sur l'update. Donc, quel est mon update? Qu'est-ce que ça va m'apporter? On se rend compte que l'update, elle va juste changer la version des SDDC Manager ici. D'accord? Et en fait, au préalable, avant de le faire, si je reviens là, oui, tout à l'heure, je vais faire un pre-check. C'est-à-dire que le fait de cliquer sur pre-check, en fait, il va me permettre de vérifier toutes les étapes du passage. En fait, il va simuler le passage de la mise à jour, en fait, in fine, d'accord? Et si j'ai ça va m'éviter d'avoir à cliquer sur Update Now s'il va se passer quelque chose. Donc, je vais savoir où ça va bugger, si ça doit bugger. J'apporte le correctif et je pourrai l'updater. Donc, soit faire un Update Now, soit on estime que l'update, on va la faire un peu plus tard et je vais scheduler l'heure et à quel moment je vais vouloir la faire. D'accord? Donc, c'est une interface qui est plutôt super simple d'utilisation, qui est hyper intuitive et qui me permet de bien comprendre ce que j'ai dans mon infra et qui me permet d'administrer et de gérer mes patchs sur l'ensemble de mes hosts, en fait, gérés par mon vCloud Foundation. D'accord? J'étais clair sur cette partie-là? Oui. Oui. Et juste, j'ai une petite question, que ça vous intéresse de voir, juste comment on crée un ShareFile sur vSAN 7 ou pas du tout? Mais sérieux, il va pas revenir. David, moi c'est Amine, ça m'intéresse toujours. Hein. Ouais, je sais que ça t'intéresse toujours. Amine. En fait, là, j'ai une petite infra pareil en ST, avec 4 serveurs avec du coup vSAN 7 et les nouvelles interfaces. Donc, juste pour vous montrer l'une des nouveautés de vSAN, c'est comment je peux créer facilement un file share. Alors déjà, avant de créer le file share, moi j'ai déjà créé. En fait, avant de créer le file share, il va falloir activer le service ici. Donc, vous avez un service ici à activer, d'accord? Et ce service va se déployer sur les ESX sur un range IP. Il va se déployer sur les ESX agents qui sont des agents pour gérer le file, d'accord? Donc, comme j'ai préalablement installé, en fait, il m'a installé j'ai 4 ESX, un agent quelque part par ESX. Et une fois que j'ai enablé ça, qu'il a installé les VM, ça a pris en gros 4-5 minutes. Je vais être capable tout simplement de venir là, faire un add, de créer un share, si jamais je veux un warning par rapport au nombre de gigas d'utilisés, je vais mettre 15 gigas pour un warning. Et si je veux avoir un quota max, c'est-à-dire si je veux pas que mon share, il fasse tout l'espace que je peux avoir disponible sur vSAN, je vais mettre 20 gigas. En fait, une fois que j'ai fait ça, il me demande à qui j'autorise l'accès. Ça va être intéressant parce que finalement, c'est les shares les file share vSAN vont être intéressantes pour tout ce qui va être container. Donc, on peut imaginer faire un file share par pod et on sait que les pods, ils vont être régis avec des IP qui vont être bien garantis. Donc, on pourrait imaginer ici mettre des IP bien spécifiques de mon pod, par exemple, Kubernetes spécifique. Bon, là, je vais autoriser à tout le monde. Vous faites next, en fait, et ensuite, tout bêtement, votre share, il va porter le nom de test. Donc là, vous voyez qu'il est en train de créer le share. La primary IP, elle est là. D'accord? Donc, mon share, il va être traditionnellement mon NFS. Je vais pouvoir attaquer avec un 2 points slash le nom de mon share. Et ce qui va être intéressant, c'est que quand je l'ai déployé, je ne sais pas si vous avez fait attention, je vous remonte l'interface. J'ai ici la storage policy que je vais vouloir positionner. En fait, ce qui va être intéressant, c'est que si je regarde au niveau de mon moniteur et mes virtual objects, c'est que si je regarde mes shares auxquels je dois avoir accès normalement, alors ils sont où mes shares? Si je prends mon share test 2 que je viens de créer,
si je regarde le placement, je vois qu'en fait, il est bien régi. Mon placement est bien régi pour avoir une disponibilité correspondante à mes règles Wesson, aux règles Wesson que j'ai voulu mettre en œuvre. D'accord? Donc en fait, c'est-à-dire que si je perds un des composants, si je perds un off, si je mets off, ça va de maintenance, dans tous les cas, j'ai pas de problème, puisque le file share respecte bien la règle de stockage que j'ai pu mettre en œuvre ou que j'ai pu demander. D'accord? Écoutez, j'en ai fini. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai pas dit trop de bêtises. C'est parfait, David. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, en fait, j'ai une dernière question pour moi. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de VMware Cloud sur AWS. Est-ce qu'il est alimenté par le VCF ou c'est géré par le AWS? C'est-à-dire, quand on prend des choses sur AWS, c'est ça? Non, je parle du VMware Cloud sur AWS. Oui, ça c'est géré par AWS. D'accord. Vous êtes juste consommateur en fait. D'accord. Vous allez juste être consommateur, vous allez mettre des règles de sécurité si nécessaire. Et en fait, c'est AWS, enfin, c'est VMware qui fait le maintien en conditions opérationnelles. Tout à fait, oui. En fait, c'est VMware qui va s'occuper du maintien en Abdel Fattah, pour ta question, alors en fait, ça va dépendre à quoi on va. Quand on parle de perf, c'est-à-dire, enfin, on ne va pas avec les file share vSAN remplacer une baie très clairement type NetApp, d'accord? On ne va pas remplacer un gros filer. L'objectif, c'est d'aider sur les besoins qui peuvent être ponctuels, sur les besoins de conteneurs ou ce genre de choses. Donc oui, on peut prendre un peu d'impact de perf, très clairement. Et surtout, par contre, il faut bien prendre en compte le design. Enfin, pas le design, la volumétrie qui sera utilisée. Ça, c'est important. C'est-à-dire que savoir si le client ou si tes développeurs, par exemple, ont besoin de 100 gigas ou d'1 Tera, et ben ouais, dans ton selon le RAID 1, enfin le FTT1, FTT2 ou les Azure Coding que tu vas utiliser, ça va vraiment être important quand même de prendre en compte ces besoins. Mais en termes de perf, aujourd'hui, j'ai quand même rarement vu des infrastructures sizées correctement au départ. La taille max du FS, je sais pas du tout. De toute façon, c'est la taille max que tu peux fournir. Hein. La taille max du FS. En NFS, on n'a pas ces notions-là. Oui, merci David. Merci à vous surtout. Surtout là, pourquoi j'ai posé cette question-là, c'est on a un case récent avec un client qui veut héberger une machine virtuelle pour la connexion de plus de 1000 entreprises, peut-être en même temps. Donc, c'est pour le service public. Donc, ils ont demandé de créer un file share sur le vSAN. Mais nous, personnellement, on n'a pas validé au départ parce que ce n'était pas prévu le moment du design de la plateforme initiale. J'imagine. Oui, surtout le nombre de connexions simultanées. C'est pour ça que j'ai posé la question. C'est juste pour ça. Non, c'est super important. Merci d'avoir posé. C'est vraiment important. C'est-à-dire que, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est un filer au sens filer du terme. Oui, exactement. Aujourd'hui, en HCI, clairement, en termes de perf que ça va demander et en coût, parce que 1000 utilisateurs, même à raison de 10 gigas ou de 20 gigas par user, pour 1000 users, ça va quand même te faire 20 Tera. 20 Tera, si on fait de la protection en RAID 1, ça en fait 45. 45 Tera, ça fait quand même quelques serveurs à mettre en plus juste pour héberger ce besoin-là. Hein. Oui, exactement, effectivement. Ouais. Effectivement. Et puis, surtout derrière, c'est aussi de la gestion des droits. Il va falloir que tu mettes sur ce share-là, quoi. À un niveau airbag vachement important. Surtout là, notre souci était surtout sur la dispo. Et le cas où, si un serveur, il y a un problème sur un serveur du cluster vSAN et la redistribution. Et après, voilà. Donc, du coup, on était un petit peu réticents. Nous, on n'a pas validé. Et le client n'a pas encore implémenté. Et de toute façon,
personnellement une chose qui n'est pas déjà déclarée le moment de la mise en place de la plateforme. On ne peut pas la mettre à la fin du projet. C'est pas du tout acceptable, quoi. Oui, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Et surtout qu'en plus, les files arrivent uniquement avec vSAN 7. Oui, c'est ça, oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait remigrer toute l'infra en vSAN 7. En vCenter 7, VCR 7, vSAN 7. Ouais, c'est chaud. Oui. Je pense qu'il y a plus simple. Je pense franchement qu'il y a plus simple. Ça sera plus simple, quoi. Ouais, mais en fait, voilà, ce qui est important, c'est que le file service n'est pas fait, encore une fois, pour remplacer un gros filer. Ouais, il faut bien le voir comme ça. D'accord. Vraiment. C'est pas l'un des objectifs premiers, c'est de fournir du persistent volume via le CSI à l'ensemble des clusters cubes s'il y a besoin. Quoi. Ouais. Des petits partages. C'est ça l'objectif. Ouais, c'est ça, ou des petits partages parce que ta VM Debian a besoin d'avoir un repos avec exactement, un ISO, ouais, c'est ça. Et tu sais pas où le mettre, quoi que tu le mets directement sous vSAN, tu peux très bien créer un répertoire sous vSAN et copier l'ISO dedans, ce qui est bien plus simple à mon avis. Oui, c'est ça. Enfin bon, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais non, aujourd'hui, personnellement, un client qui me demanderait de faire un file server pour 1000 users, en sachant la complexité de gestion de l'accès aussi à l'utilisateur, je pense que je partirais sur quelque chose d'un peu plus traditionnel. Ouais, c'est d'accord. C'est d'accord. Merci beaucoup, David. C'est normal. Vous n'avez pas d'autres questions? Pour moi, non. Une petite question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez-y. Pardonnez-moi. Rapidement, pour tout ce qui est chargeback, pour les clients qui sont intéressés par le calcul du coût, je ne vois pas Verialize Business sur VCF. Est-ce que ça a été abandonné? Est-ce que les use case va être implémenté au niveau de Verialize Operations? Est-ce que vous avez une visibilité? C'est ça. Exactement. C'est sûr. C'est les Verops qui prend en compte aujourd'hui le chargeback. Très bien, très bien. C'est dans Verops. Merci. Maintenant. Merci. C'est normal. C'est normal. Oui, parce qu'en plus, pour répondre un peu plus précisément, c'était compliqué d'avoir, finalement, on augmentait le nombre de VM d'admin et le fait de lier à Verops, parce que quelque part, c'est intimement lié. Parce que l'usage, on va l'avoir, le coût, on l'a par rapport à l'usage. Donc, le fait de l'avoir lié directement à Verops, je trouve que c'est beaucoup plus simple, en fait, en termes d'admin aussi. Ça évite d'avoir une autre base de données à gérer, etc., etc., etc. Et surtout, merci beaucoup, David. Je vous en prie. Désolé, surtout si vous vous permettez, surtout pour la partie Verialize Business avec Verops, c'est tout pour la récupération des métriques exactes concernant les machines virtuelles. Donc, comme ça, il y a on récupère les valeurs directement de la base Verops. Ça sera plus simple. Ah oui, complètement d'accord. Ça évite d'avoir des liens à vérifier. En fait, ça évite pas mal de petits problèmes qu'on a pu rencontrer pour ceux qui ont voulu faire des POC. Moi, le premier. Et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de l'avoir mis finalement dans le même moteur, puisque c'est pour un même objectif. Exactement, ouais. Et du coup, ça veut dire aussi que quand on a besoin d'afficher les coûts au travers de VRA, on n'a pas différents endroits à les taper, quoi. Oui, c'est ça. On va direct dans Verops et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus clair. Oui, ça sera plus simple. Et en plus, ça pousse les personnes aussi à l'utiliser. J'ai eu pas mal de cas sur les opérateurs qui cherchent la Verialize Business, qui dit Verops, ça, c'est pas intéressant. Ah non, c'est pas du tout le cas, mais il est intéressant Verops parce que 33 000 métriques dedans, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même, c'est beaucoup. Non, puis il y a aussi avoir un petit audit rapide. Je trouve qu'en plus, Verops a fait des progrès fabuleux en termes d'interface. Maintenant, pour savoir où j'ai un problème sur une VM, où j'ai de la contention, on le sait très, 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 très rapidement, quoi. Effectivement. Donc, c'est devenu, je trouve, super lisible. Il y a un énorme boulot de la BU là-dessus qui était hyper intéressant. C'est un très beau produit, là. Effectivement, je compare là avec le VCOPS en 2012, là, au démarrage, des premières versions. Mais ça, vraiment, c'est très, très développé. C'est un très beau produit, quoi. Moi, je suis complètement d'accord. Je suis aussi très fanat de cet outil. Vraiment très, très fanat.
Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter du coup une excellente soirée, parce que moi, chez moi, il est 21h10. Écoutez, bonne soirée, merci de votre attention, merci de l'avoir rendu, vivant avec vos questions, c'était vraiment sympa. Moi, j'ai passé un excellent moment. Écoutez, je vous remercie et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à passer par moi, Trada Mohamed, il n'y a pas de problème. Je serai là pour vous répondre. Au revoir, messieurs, je coupe le Zoom. Merci à tout le monde. Je t'en prie, Mohamed. Merci David, tout le monde. Merci David. Au revoir. Merci, David. Au revoir.